Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré au chapitre les frontières et cette fois dans sa troisième partie les frontières externes et internes de l'Union européenne. Alors dans les deux premières parties nous avons vu comment les frontières étaient formées, quelles étaient leurs dynamiques passées et contemporaines, souvent entre coupure et couture. Et bien cette fois, nous allons appliquer ces problématiques à un cas particulier qu'est l'Union européenne. Alors en quoi l'Union européenne est-elle un laboratoire des frontières d'aujourd'hui, mais peut-être aussi des frontières de demain? Voici notre problématique. Première partie, quelles frontières et quelles évolutions de frontières pour l'Union européenne? Eh bien, il n'y a pas un continent Union européenne. S'il y a un continent Europe, l'Union européenne s'est créée en son sein. Alors il faut remonter un peu dans l'histoire avec la CE en 1957 et les 6 premiers États signataires, dont la France. Ensuite, eh bien, il y a eu des élargissements, mot à retenir, élargissements progressifs, jusqu'à 28 en 2013 avec l'arrivée de la Croatie. Moins la Grande-Bretagne en 2020, nous sommes donc 27 à constituer les frontières de l'Union européenne. Ces élargissements restent incomplets si on regarde une carte de l'Europe. Au beau milieu de notre continent, la Suisse n'en fait pas partie. D'autres ont refusé d'en faire partie par deux fois, comme par exemple la Norvège, ou l'Islande, tentée après la crise financière, finalement n'a pas donné suite à sa demande. Et puis à l'inverse, il y a des pays demandeurs qui ne sont pas acceptés, ou en tout cas pas acceptés pour l'instant. Ce fut le cas il y a quelque temps du Maroc, comme quoi la Méditerranée n'est pas forcément une frontière naturelle par ailleurs, et c'est le cas en particulier, le cas qui fait le plus débat, de la Turquie. Donc les frontières de l'Union européenne sont fluctuantes. On peut dire donc qu'elles sont bien issues d'une demande, d'un choix politique. Et quel problème se pose à elles aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, elles sont fluctuantes par la négative. On l'a vu avec la Grande-Bretagne, pour la première fois en 2020 de son histoire, un pays est sorti de l'Union européenne. Et puis elles font débat sur qui doit rentrer. Aujourd'hui, eh bien, il y a un certain nombre d'hommes politiques qui souhaitent figer l'Europe. On ne touche plus à rien, le temps de la consolider. D'autres considèrent à l'inverse qu'il est grand temps d'accepter les demandes qu'ils jugent légitimes, comme par exemple certains pays de l'ex-Yougoslavie, afin de recomposer le pôle européen en entier. Et puis, il y a, on le disait tout à l'heure, des pays qui font depuis plusieurs décennies débat, comme la Turquie. Alors, est-ce que oui ou non, la question est posée, l'Union européenne a demain a vocation à avoir des frontières avec l'Iran ou l'Irak? C'est une vraie question. Idem pour la Méditerranée. Souvenons-vous de l'Empire romain, la Méditerranée n'était pas une fracture, mais était au contraire le centre de l'Empire. Alors, est-ce que demain les frontières de l'Union iront au-delà? Ce n'est pas complètement inenvisageable, même si ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Au-delà de ces frontières, donc à 27 aujourd'hui, eh bien, l'Union européenne entretient des politiques de coopération avec ses voisins d'Afrique, de l'Est ou du Moyen-Orient. Ainsi, les frontières ne s'arrêtent pas brutalement au-delà de l'Union européenne. Alors, ces frontières, deuxième partie, comment marchent-elles? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant avec l'espace Schengen. Deuxième partie, les enjeux de l'espace Schengen. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que sont les accords de Schengen? Ce sont des accords qui datent de 1985. 5 pays à l'origine, membres de la CE, dont la France, l'Allemagne et le Benelux. De 5, nous sommes passés aujourd'hui à 26. 26 pays, mais qui ne sont pas tous membres de l'Union européenne. Ainsi, la Norvège, la Suisse ou l'Islande font partie de l'espace Schengen, mais ne font pas partie de l'Union européenne.
A l'inverse, des pays de l'Union européenne ne font pas partie de l'espace Schengen. Par choix, c'est le cas de l'Irlande, ou en attente, c'est le cas par exemple de la Roumanie. Ces accords, que prévoient-ils? Eh bien, ils prévoient la libre circulation des biens et des personnes. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la frontière? Eh bien, ça veut dire, de ce point de vue-là, du point de vue des flux, une disparition, et une disparition quasiment physique, réelle, dans le paysage. Ainsi, nous, francs-comtois, quand nous nous rendons en Allemagne, notamment par la route ou l'autoroute, eh bien, les postes frontières n'existent plus, ont été rasés, et on n'a pas toujours conscience de passer d'un pays à l'autre. C'est ça, concrètement, l'espace Schengen. Cet espace fait débat. Pourquoi? Eh bien, pour certains, c'est un avantage, pour d'autres, c'est une menace. Alors, pourquoi l'espace Schengen est considéré pour certains comme une menace? Eh bien, certains considèrent que nos frontières, comme elles ne sont plus surveillées partout nationalement, sont des passoires quand on confie la gestion des frontières externes de l'Union européenne à d'autres pays. Sont regardés notamment d'un mauvais œil les pays du sud de l'Europe, ou certains, fut un temps, pays de l'Est. Et frontières mal surveillées voudrait dire augmentation des migrations illégales, augmentation des flux gris, augmentation du terrorisme. Donc certains réclament le retour de cette frontière et l'abandon de Schengen, pour ces raisons. D'autres, au contraire, soutiennent que l'espace Schengen est très positif. Il dynamise l'économie. Environ 10 milliards par an générés en plus grâce aux frontières et aux espaces frontaliers dynamisés justement par l'absence de contrôle intempestif. Et puis, également, ne plus contrôler toutes les frontières internes de l'Union européenne eh bien, génère des économies. Ainsi, s'il fallait rétablir l'ensemble des frontières françaises, ce serait un budget d'environ 1 milliard d'euros par an pour remettre des douaniers un peu partout. Par ailleurs, si il n'y a plus de poste physique de douane, cela n'empêche pas les douanes d'être présentes encore et de faire des contrôles à l'épaisseur plus ou moins large de la frontière. Ça, ce sont pour les frontières internes à l'espace Schengen. Et puis, il y a les frontières externes, qui, elles, sont surveillées comme, entre guillemets, d'habitude, par chacun des pays. Mais au-delà de chaque pays, il existe également une aide de l'Union européenne. C'est l'agence Frontex, qui possède aujourd'hui environ 10 000 hommes et qui se renforce chaque année pour notamment aider à contrôler les points les plus chauds de l'espace externe de Schengen, que sont par exemple le détroit de Gibraltar, les enclaves espagnoles au Maroc de Ceuta et Melilla, les îles grecques, des espaces qui sont sous tension, en particulier par les flux et du fait des flux migratoires. Alors, on le voit, l'espace Schengen est en débat. Certains voudraient renforcer cette Europe forteresse, ne plus faire rentrer personne, par peur de migrations trop importantes, par peur également d'éventuelles attaques extérieures et en particulier terroristes. A l'inverse, d'autres considèrent que Schengen est en échec. Nous rejetons beaucoup trop de migrants au-delà de nos frontières et on le voit chaque année, plusieurs milliers de ces migrants meurent en Méditerranée puisqu'ils ne sont pas accueillis de l'autre côté, de notre côté européen. Donc ces frontières, à l'évidence, restent à construire. Elles restent à construire d'autant plus qu'au moment où je fais ce tutoriel, nous sommes en période de confinement et on a assisté à un retour brutal de la frontière externe de l'espace Schengen. La plupart des vols aériens, par exemple, sont aujourd'hui complètement suspendus, mais également des frontières internes. Chaque État a pris des dispositions et il est bien difficile aujourd'hui de circuler d'un pays à l'autre à l'intérieur de l'espace Schengen sans avoir une motivation expresse. Donc la question des frontières est brutalement d'actualité.
et sans doute que l'espace Schengen sera appelé à se reconfigurer demain pour répondre davantage à ces problématiques. Enfin, n'oublions pas que la politique de voisinage de l'Union européenne, que j'ai évoquée tout à l'heure, conduit l'Europe également à traiter ces questions de sécurité et de migration avec ses voisins. Voisins avec lesquels nous avons un certain nombre d'accords. On peut penser par exemple au Maroc, on peut penser également avec la Turquie, mais qui aujourd'hui fait pression sur nos frontières, justement en ne respectant pas, à l'heure où je vous parle, toutes les obligations qu'elle avait signées, utilisant donc la pression migratoire sur les frontières externes de Schengen pour faire plier l'Union européenne sur d'autres enjeux géopolitiques, notamment en Syrie. Donc encore une fois, on le voit bien, les frontières se retrouvent au cœur d'enjeux à la fois économiques, politiques, sociaux et même aujourd'hui sanitaires. Troisième partie, changeons d'échelle et cette fois intéressons-nous à un État de l'Union européenne. Alors, lequel choisir? Tout est possible. Nous pourrions nous diriger vers le sud et aller voir les pays en contact avec l'interface méditerranéenne et tous ces enjeux économiques, sociaux, migratoires. Nous pourrions aller voir d'autres États, comme l'Irlande par exemple, qui est un cas très particulier dans cette période de Brexit et de départ de la Grande-Bretagne. Le choix que j'ai fait est plutôt d'aller voir vers l'Est. Vers l'Est, car il est fort intéressant d'aller voir ces dynamiques, parfois un peu éloignées de nos habitudes culturelles, et j'ai choisi d'aller voir les pays baltes, et celui qui est au milieu des trois, la Lettonie. Alors, pourquoi la Lettonie? Eh bien parce que, on va le voir, ce pays est au cœur de notre problématique frontière entre coupure et couture. En effet, la Lettonie fait partie de l'espace Schengen, ainsi que les deux autres pays baltes. Ces frontières, au nord comme au sud, terrestres, sont donc très dynamiques et dynamisées par son appartenance à l'Union européenne et est symbolisée notamment par un grand axe principal qu'est la Via Baltica. La Baltique, la mer Baltique, est aussi un enjeu de frontières. C'est une autre interface maritime cette fois qui profite et qui dynamise le pays letton par ses ports notamment. Et enfin, si ici nous sommes dans une frontière couture, il y a aussi la frontière est. Et cette fois, nous sommes plus dans une frontière coupure. En effet, avec la Russie, historiquement, la frontière est difficile et à certains endroits mal acceptée. Il y a également des minorités russophones dans la partie est du pays. Tout cela crée un certain nombre de tensions. La Russie surveille étroitement les passages. Pour autant, il y a tout de même des échanges économiques importants entre les deux pays, y compris au niveau des hydrocarbures. Donc ce n'est pas une frontière proprement couture, mais nous sommes plutôt entre les deux, entre coupure et couture, avec la Russie. Par ailleurs, il faut savoir aussi que ce pays, comme les autres membres de l'Union européenne, bénéficie d'un certain nombre de programmes et de fonds qui permettent à la Lettonie de dynamiser ses espaces, et en particulier ses espaces frontaliers. Au niveau des subventions, il faut zoomer en particulier sur les subventions Interreg, subventions de l'Union européenne, qui favorisent l'intégration régionale des espaces frontaliers, et la Lettonie en bénéficie notamment. Donc on voit bien au total que ce pays possède des interfaces différentes, maritimes et terrestres, et des frontières différentes, à la fois internes à l'Union européenne avec les autres pays baltes, et externes à l'Union européenne avec la Russie, dans une logique conflictuelle. On est bien avec la Lettonie au cœur de nos problématiques à la fois historiques, géographiques et géopolitiques. Quatrième partie, on zoome encore et on va s'intéresser cette fois aux espaces transfrontaliers. Pour ce faire, nous allons prendre l'exemple français dans un premier temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 360 000 Français franchissent chaque jour la frontière pour aller travailler dans un autre pays de l'Union européenne ou de l'espace Schengen.
La moitié d'entre eux, on les connaît bien, nous francs-comtois, se rendent en Suisse. Pourquoi? Eh bien, parce que le travail est abondant en Suisse, les salaires sont très intéressants, et donc on a aujourd'hui environ 170 000 Français qui franchissent chaque jour cette frontière, notamment avec 3 points de passage. Au nord, la région de Mulhouse-Bâle, au centre, avec l'arc jurassien, et au sud, avec l'espace genevois. Cet espace aujourd'hui est dynamisé par ces échanges. Il crée des richesses. Par exemple, en Franche-Comté, l'immobilier est le plus cher dans sa capitale, Besançon, mais également du côté de Pontarlier, avec la frontière et sa proximité avec la Suisse. Cela provoque également un certain nombre de coopérations. Coopération sur des projets spécifiques comme des parcs par exemple pour la protection de la nature ou des infrastructures. On peut penser à la très belle réussite de l'aéroport de Bâle-Mulhouse en coopération également avec nos voisins allemands. Donc l'espace transfrontalier profite aux deux pays. Les Français y trouvent du travail bien rémunéré, les Suisses une main-d'œuvre qualifiée. Quels sont les autres espaces transfrontaliers actifs à l'échelle de notre pays? Eh bien ensuite viennent les frontières avec la Belgique, l'Allemagne, quelques dizaines de milliers chacun, et au-delà, et en deuxième position derrière la Suisse, le Luxembourg. Là aussi, avec des salaires importants au Luxembourg et des postes souvent à haute rémunération dans le domaine de la finance. Qu'en est-il des frontières plus au sud, avec nos amis italiens et espagnols? Eh bien là, l'espace transfrontalier, en réalité, fonctionne plutôt dans l'autre sens. Il y a davantage d'Italiens et d'Espagnols qui viennent en France que les quelques milliers de Français qui se rendent chaque jour en Espagne et en Italie. Sauf pour un cas particulier, le micro-État de Monaco, qui draine, lui, chaque jour, plusieurs milliers de Français. Donc on le voit, hein, nous avons des frontières dynamiques et en mouvement, véritables interfaces au niveau français. Ces interfaces sont dynamisées, on les retrouve, par les fonds européens Interreg, qui touchent également la Suisse, même si elle n'appartient pas à l'Union européenne. Cette dynamique se retrouve-t-elle à l'échelle de l'Union européenne? Eh bien, ça dépend. Certaines interfaces connaissent les mêmes logiques que celles françaises, celles avec la Belgique ou la Suisse. À Belgique, on aurait aussi pu citer, je l'ai oublié tout à l'heure, je vous le dis maintenant, hein, une véritable eurométropole à partir de Lille et de ses villes voisines belges. En réalité, s'il y a des frontières qui fonctionnent, il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien. Alors pourquoi? Eh bien tout d'abord, tous les pays de l'Union européenne ne font pas partie de l'espace Schengen, on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, certains États rechignent aujourd'hui à travailler en coopération avec leurs voisins, dont ils se méfient parfois ou préfèrent garantir leurs intérêts nationaux. On voit cela en particulier pour certains pays de l'Est. Au-delà, certains revendiquent même un certain séparatisme. C'est le cas des Espagnols avec la Catalogne. Et du coup, ce séparatisme, ce nationalisme, eh bien, ne favorise pas, en tout cas pour l'instant, les échanges. Autre facteur négatif dans ces espaces transfrontaliers, le départ de la Grande-Bretagne, qui va poser notamment d'importants problèmes à l'Irlande avec ses frontières avec l'Irlande du Nord, qui a d'ailleurs été longtemps à des points d'achoppement de la résolution du Brexit. Donc on le voit bien, hein, les frontières de l'Union européenne interne, dans leur espace transfrontalier, sont elles aussi animées par des enjeux différents et nombreux, entre points positifs et problématiques qui posent des problèmes souvent d'ailleurs repris par nos hommes politiques. Il est temps cette fois de conclure sur ce thème de la frontière. Alors on l'a vu avec l'Union européenne, les frontières sont des enjeux à toutes les échelles et dans de nombreux domaines. L'enjeu de la frontière ne s'arrête pas aux enjeux politiques, mais il aurait fallu aussi parler, et c'est l'ouverture, des frontières culturelles, des frontières économiques
etc., etc. Quelles évolutions peut-on envisager pour demain? Eh bien, en pleine épidémie mondiale du Covid-19, la question se pose cruellement. Les frontières se sont partout refermées, et donc quand cette épidémie sera passée, la question des frontières sera sans doute au cœur de l'actualité. Faudra-t-il les réouvrir, ou les ouvrir même davantage, mais en incluant beaucoup de coopération entre les États? C'est une première piste. Il y en a une seconde qui, pour l'heure, semble plutôt être celle privilégiée par beaucoup d'États, c'est-à-dire un contrôle renouvelé de la frontière, contrôle qui serait non seulement politique, économique, migratoire, mais également désormais sanitaire. Donc on le voit bien, le monde de demain sera en particulier construit autour des problématiques liées à la frontière.